Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Danser sa vie. Aujourd'hui, je vous propose un voyage au cœur de nos émotions. Les émotions que nous ressentons depuis notre plus tendre enfance jusqu'à la fin de notre vie, qui nous accompagnent, qui sont des guides précieux, mais qui sont aussi parfois difficiles à accueillir, transformer, alchimiser. Pour parler de ce sujet passionnant, j'ai la chance de recevoir le docteur Marine Colombel, psychiatre et instructrice en méditation de pleine présence. Elle est aux côtés aujourd'hui d'Emma Lacloun alias Meriem Menant. Émotion, mais quel beau sujet, c'est parti pour danser sa vie. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour Marine Bonjour. Colombel. Bonjour Gaëlle. Comment ça va? Vous êtes bien installée sur le canapé Plutôt en forme, on est d'Abbé-Seto? très bien accueillis ici. C'est un petit tour d'horizon que je fais toujours avec mes invités, savoir s'ils sont bien installés. Ici, c'est important. Bien installés, en bonne compagnie surtout. Exactement. Et, vraiment dans une bonne condition pour parler des émotions. Exactement. Oui, Meriem me disait, c'est bon les émotions, je reste, c'est un sujet qui va me parler. Bonjour Meriem, Bonjour, alias bonjour. Emma Lacloun. Alors Ouais. aujourd'hui, vous n'êtes pas maquillée en clown. Non, je vous ai fait le cadeau de venir en moi-même, ce qui n'est pas forcément mieux, mais en tout cas, moi, ça m'allège, en tout cas, c'est sûr. Bienvenue. Est-ce que vous êtes bien Merci. installée? Ça va, oui, Ouais. c'est bien, c'est du faux cuir, donc tout va bien. Tout va bien par rapport au respect de la condition Voilà, animale, absolument, ça vous ça va, va parce que bien. je sais que c'est important pour vous. Donc aujourd'hui, je vous ai réunis toutes les deux pour parler des émotions. C'est un point de départ. Alors vous, Marine, vous avez publié aux éditions Marabout « Écoute tes émotions pour te libérer ». Alors il y a eu plein d'autres ouvrages, mais aujourd'hui, notre attention va être portée sur celui-ci. Est-ce que vous pourriez, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, même si vous êtes relativement... très médiatisé. Vous êtes psychiatre, Oui. vous exercez à Étampes, c'est bien ça? Tout à fait, je suis psychiatre et je travaille dans un hôpital qui s'appelle l'EPS Barthélemy-Durand, qui est un grand hôpital psychiatrique dans l'Essonne. Et j'ai eu la chance dans cet hôpital d'ouvrir une consultation dédiée au burn-out, mais aussi dédiée à l'apprentissage de la méditation de pleine conscience pour les patients, pour sortir justement de la dépression, des troubles anxieux. Et on revient justement sur la régulation des émotions. Oui, c'est vraiment la méditation, c'est quelque chose que vous pratiquez au quotidien, puis qui est vraiment dans votre ADN, on y reviendra. Et Meriem aussi, je crois que vous pratiquez la méditation, ou en tout cas vous connaissez la pratique de la pleine présence. C'est ça, On plutôt. échangeait... C'est ça. Mais je pratique, quand je sens que je commence à manquer de mots, de vocabulaire, je me dis, là, il faut que je retourne sur le coussin. Là. Et effectivement, dès que je me mets 10 minutes, un quart d'heure, je sens que ça, c'est génial, c'est formidable. C'est génial. Ça aide Simple. à être- C'est tellement la chose la plus simple et la plus ennuyeuse. C'est la plus simple, mais ça mène loin. Les choses simples sont souvent les choses profondes aussi. Tout à fait, ça c'est quelque chose, je pense qu'on va développer Bien effectivement sûr. l'apport de l'écoute de soi, de l'écoute du corps, qui sont des thèmes quand même récurrents à la fois pour la psychiatre et pour l'artiste. Ça veut dire qu'on va vraiment dans cette émission parler du corps qui est à l'interface entre notre esprit et le monde. Et entre les deux, il y a les émotions. C'est ce qui nous permet de nous adapter sans arrêt à notre quotidien. Exactement. Et le corps est très présent, notamment dans votre pratique, Meriem et Emma Lacloun. Vous avez fait l'école Jacques Lecoq. Pas n'importe quelle école justement en termes de corps, le corps est très présent. Alors vous avez un parcours, ça fait plus de 30 ans que vous donnez vos spectacles avec Emma Lacloun. Bravo. On a un parcours qui dure. Non mais c'est... Oui, je le dis à chaque fois je parce vois, qu'un parcours c'est- artistique sur le long terme, c'est D'ailleurs, c'est marrant courageux. parce que j'ai discuté avec. Enfin, non, j'ai eu un rendez-vous. Pardon, je te coupe, excuse-moi. Mais je veux le dire quand même. C'est que j'ai eu un rendez-vous avec un gars de la DRAC, donc là où je suis, dans la région où c'est je la suis, direction des affaires culturelles, voilà, pour parler de mon travail, subvention, machin. Et c'était il y a 10-15 ans, il m'a dit, c'est pas un peu risqué de tout miser sur un personnage? Et en fait, je trouve ça dingue, quoi. Est-ce qu'on aurait dit ça à un homme déjà? Je suis pas sûre. Et puis, est-ce qu'on aurait dit à Charlie Chaplin? Est-ce que c'est pas un peu risqué de tout miser sur Charlot? Je veux dire, je me compare pas à Charlot, mais je veux dire, voilà. Donc oui, ça fait 32 ans que je porte, qu'elle me porte, qu'on se supporte avec bonheur, avec fatigue, avec profondeur, et elle me fait avancer dans ma vie personnelle et je la fais avancer dans la vie de sa palette de jeux, quoi. J'ai pas mal de chance. J'ai de la chance. Je sais pas que j'ai pas mal, j'ai de la chance. Oui. Vous découvrez le clown à l'âge de 13 ans en fait. Le fait de faire rire. Ouais, Je de connaissais faire pas rire, le ouais. personnage lui-même, ni même le clown.
J'ai fait rire dans un spectacle avec des copains de classe. Donc c'était en 4e, C'était au collège. au Collège du Mans. Et la prof de français nous avait dit, au début d'année, mettez-vous en groupe. Et puis après, à la fin de l'année, vous allez présenter ce que vous aurez monté pendant tous les midis, entre midi et 2. Et donc, on était dans un spectacle, c'était Le Cheval évanoui de Françoise Sagan. Et je jouais le jeune amoureux transi, provincial, très maladroit, qui tout à coup, il rencontre la belle Parisienne. Et voilà, il est maladroit, il n'y arrive pas du tout. Et en fait, quand on a monté le spectacle, je n'ai pas particulièrement fait rire dans les répétitions, ce n'était pas du tout un but, c'est juste jouer, quoi. Et quand on a montré à la classe, à la fin de l'année, en fait, ils ont ri. Ils ont ri de ce que je faisais. Et c'était un vrai rire. Et je me disais, tiens, bah, si c'est ça, être en vie, si c'est ça, être vivant, bah, ça m'intéresse, en fait. Ça, je crois que ça va être ma vie. Voilà. Quand vous racontez ça, on sent qu'il y a énormément d'émotions. C'est cette émotion-là, des cellules qui se sont dit « Ah, la joie, la vie, c'est ça !» Je ne sais pas si ça fait partie de l'émotion, je pense que oui. Le ressenti profond quoi, de cette immédiateté où je suis dans le présent, absolument là, dans quelque chose que je n'avais jamais connu avant, quoi. Voilà. Et j'ai continué. Après, j'ai fait l'école de coq, je n'ai pas lâché l'affaire jusqu'à aujourd'hui. Et le clown, c'est 91, c'est ça? Le personnage d'Emma la clown, voilà, c'est 91, disons que c'est un peu 88 parce que la première année de chez Lecoq, on fait les personnages. Pendant 6 mois, on n'a pas le droit de parler. Donc là, c'était pas facile. On fait les matières, on fait les éléments, on fait l'œuf au plat, le beurre qui fond, voilà. Les masques, l'arvert, tout ça. Et puis après les vacances de Pâques, Jacques Lecoq nous disait, bon, revenez avec un personnage. Et là, j'ai apporté la chemise et la jupe d'Emma la clown, sans savoir du tout que je ferais quelque chose après avec, quoi. Donc c'était un tout petit peu ce début-là. Mais oui, ça fait quand même depuis un moment, oui. Et 91, c'est quand j'étais avec Gaetano Lucido en duo, où j'ai commencé à faire du clown en scène avec lui, voilà. Et c'était le costume d'Emma la clown, voilà. Vous aviez déjà donc la jupe plissée, c'est la chemise, la cravate en fait. La cravate qu'on a trouvée au puce, où c'est marqué Perestroïka. Maintenant, elle est très très usée, donc on voit presque plus rien. Et puis le chapeau, c'est un chapeau qui a été piqué dans une grande soirée du Parti communiste français. Mais c'est pas moi qui l'ai piqué, c'est lui. Parce qu'il était figurant. Et puis la cravate, les chaussettes, c'est les Emmaüs de Brive-la-Gaillarde. Et puis les chaussures, je les ai eues quand j'avais 16 ans, donc je les ai gardées. Donc tout ça a une longue histoire que je répare pas. Je change juste la chemise parce qu'elle s'use beaucoup. Enfin, elle s'use, je dirais, elle se décolore, quoi. Et puis la qualité n'est plus la même qu'avant. Maintenant, ça vient de Chine. Ça a beau être des chemises de scout, ça vient de Chine maintenant quand même. Donc ça se perd en qualité. Voilà, mais je touche à rien. Marine, quand vous avez entendu Myriam parler de sa révélation pour le fait de faire rire, elle a parlé de l'émotion. Comment vous interprétez ça, vous, en tant que on a devant nous une artiste, j'ai l'impression d'entendre une violoncelliste, en fait, qui joue sur toutes les gammes. C'est tellement dur de faire rire les autres, de transmettre cette émotion, mais une émotion sincère. Et il faut savoir jouer sur plein de registres différents. Là, vous m'avez dit, le personnage, le premier personnage que vous avez joué, c'était un personnage un peu timide, qui faisait des erreurs. Probablement, il ne portait pas que la joie, il portait aussi la tristesse, peut-être la peur. Et finalement, c'est le fait de mettre en scène tout cet ensemble d'émotions qui se transmet. La transmission passe ensuite par le rire. C'est vrai que c'est très beau parce que dans votre métier, on voit bien la transformation des émotions. C'est que les émotions sont volatiles, les émotions se portent. Et finalement, on a toute une gamme d'émotions qui vient se libérer, ce que j'apprends moi à mes patients, dire toutes les émotions ont leur place et justement, on va essayer de jouer avec toutes les émotions. Et deuxième chose, les émotions, ça se transmet. Et là, on arrive sur, pour moi, la base de la communication entre les humains. Un bébé, avant de savoir parler, il sait lire les émotions. C'est la base de l'apprentissage. Je crois que vous avez, il y a quelque temps, accueilli le docteur Cyrulnik ici, donc grand spécialiste de la relation entre la mère et l'enfant. Il dit toujours, mais l'émotion, c'est le support de l'apprentissage. Et finalement, tout ce que vous faites au niveau de la communication, l'enseignement des émotions, on est vraiment sur le thème central de l'humain qui est le centre de la communication. C'est intéressant. Et le clown, d'ailleurs, en termes d'émotion, c'est assez spécifique quand même l'art du clown dans le spectacle vivant parce que y a à la fois le fait de faire rire, mais il y a aussi la réflexion sur la solitude, sur des thématiques comme le vide, la mort. Enfin, c'est vous proposez ça. Est-ce que je pourrais vous entendre là-dessus justement parce que je trouve que c'est très spécifique. L'art du clown. Oui, je parle en tant qu'Emma la clown, je ne peux pas parler de tout le monde, mais c'est sûr qu'un clown
à partir du moment où les clowns sont entrés dans le théâtre, avant ils étaient dans le cirque, forcément ils ont changé de répertoire un peu. Moi je parle, donc j'écris, forcément, puisque je parle. Et un clown c'est beau parce que c'est seul sur un plateau, parce que ça nous ramène à notre propre solitude, notre angoisse, notre peur d'être abandonné. Donc c'est pour ça que c'est touchant un clown, solo. Après les duos c'est différent, c'est vraiment basé sur le gag, sur l'humour, mais sur le comique. Tandis que c'est vrai que le clown solo, il porte cette tragédie en lui, et qui donc la tragédie de la peur, de l'abandon, de la solitude, sont des grands thèmes. Et moi forcément, en tant qu'artiste et en tant qu'humaine, je ne peux pas me coltiner des thèmes qui ne me passionnent pas et qui ne me transforment pas profondément. Et puis chaque thème est arrivé parce que dans ma vie, il s'est trouvé que j'ai vécu ça. Donc tiens, bah, hop, c'est ça qui s'ouvre. Et de toute façon, ce qui est très étrange dans la création, c'est que je ne sais pas d'où ça vient. C'est-à-dire, je ne sais pas qui parle en moi parfois. Et je vais rebondir sur ce que tu disais, Marine, sur les émotions. On apprend avec les émotions. Ouais. Et en fait, quand je fais mes causeries, parce que la clown a fait des causeries où j'interviewe des gens, et donc forcément, j'essaye de faire mon job, c'est-à-dire de faire rire quand même, au maximum. Et donc, j'interviewe des sachants. Et parce que je les fais rire et parce que le public rit, en fait, les gens apprennent autre chose, apprennent différemment parce qu'ils rient. Et je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir amener une émotion dans l'apprentissage, même de la connaissance, quoi. Voilà. Voilà, c'est juste là-dessus que je voulais rebondir. Finalement, on ne triche pas avec les émotions. Ça veut dire que ce que tu transmets directement au public, il le reçoit directement, il n'y a pas de mensonge, c'est du réel. Et on en a besoin de ce réel, surtout qu'on est dans un monde quand même maintenant, de plus en plus, on est soumis à de l'actualité qui vient parfois de loin, avec des écrans qui sans arrêt absorbent notre temps. Et finalement, la plus belle chose pour notre santé mentale, pour aller bien, parce que je suis psychiatre, c'est de se réaccrocher au réel. Le réel qui est là, le réel qui est dans la communication, dans le plaisir d'être ensemble, et dans le rire évidemment, et dans la joie, et dans le partage. Donc les émotions, elles indiquent aussi là où on en est de notre expérience, de notre existence. Et vous utilisez le mot, Marine, apprivoiser, voire domestiquer les émotions. Je vous ai entendu dire ça. C'est quoi le problème avec les émotions alors pourquoi elles viennent nous chercher aussi fort et en quoi c'est un problème déjà? Alors, le problème, c'est jamais l'émotion. Le problème, c'est notre relation aux émotions. C'est pas la même chose. Pourquoi je fais la différence? Parce que une émotion, c'est vital. Donc, on dit à peu près, il y a 6 émotions de base, en tout cas d'après le docteur Ekman. C'est la tristesse, la joie, la colère, le dégoût, la surprise et la peur. C'est assez basique. Mais ces 6 émotions de base sont partagées par l'ensemble de l'humanité. Ça veut dire qu'on est allé dans plein de civilisations différentes et on a retrouvé exactement les mêmes émotions de base et surtout la même façon de les transmettre. Par exemple, les traits du visage sont toujours les mêmes, quelle que soit la société. C'est quelque chose qui est quand même assez... La culture, du coup. Quelle que soit la culture. Et même plus loin, on retrouve les mêmes émotions chez les grands singes. Quand on prend des photos des grands singes et de leurs émotions, on a exactement les mêmes mimiques au niveau du visage. Donc c'est quelque chose vraiment de très ancien et d'ancré de commun à l'ensemble de l'humanité. Si c'est commun, c'est parce que c'est utile. La nature, elle n'aime pas le vide. Donc si c'est utile, c'est que les émotions ont un rôle qui est vraiment très important, qui a un rôle d'adaptation en temps direct à ce qui se passe dans l'environnement. Si on n'avait pas la peur, on se mettrait sans arrêt en danger. Si on n'avait pas la colère, on ne saurait pas défendre ce qui est important pour nous. Si on n'avait pas la joie, on ne se lèverait pas le matin. Donc toutes ces émotions ont un rôle, elles sont utiles, il faut les avoir. Par contre, ce qui nous fait souffrir, c'est quand ces émotions, on ne les écoute pas et qu'elles deviennent de plus en plus fortes, qu'elles nous absorbent finalement et qu'elles nous mettent dans de la réaction. Ça veut dire que le colérique, il va passer à l'acte, il va commencer à se battre. Celui qui est triste, au lieu d'aller vers l'extérieur, il va s'isoler, il va rester tout seul. C'est là où la souffrance apparaît. C'est quand l'émotion finalement déborde et n'est plus apprivoisée, d'où le mot d'apprivoiser. J'aime beaucoup ce terme parce que un des textes qui est pour moi le plus fondateur, c'est Le Petit Prince. Avec le renard. Avec le renard. Et on connaît tous ce petit passage où le Petit Prince rencontre le renard qui est un animal sauvage, et le renard qui lui dit « Oui, il va falloir que tu apprennes à m'apprivoiser. » Et donc, non pas domestiquer. Ça veut dire que l'animal restera toujours sauvage. Mais apprivoiser, ça veut dire qu'ils vont pouvoir vivre un moment ensemble et donner du sens ensemble
à leur vie. C'est plus doux aussi comme terme. Et c'est plus respectueux. Ouais. Et les émotions, c'est exactement pareil. Il faut apprendre à les apprivoiser. Ça veut dire qu'elles ont des choses à nous transmettre. Si on les écoute, elles vont nous guider dans notre vie. Mais par contre, si elles prennent le dessus sur nos choix, c'est là où on va faire des erreurs, où on va souffrir. Donc il y a vraiment un juste équilibre à trouver. Et il y a une petite phrase tibétaine que j'adore, une petite métaphore qui compare souvent la colère à un étalon sauvage, un cheval. Il dit, quand vous êtes sur le cheval, vous gardez les rênes en main. Le cheval, il vous permettra d'aller beaucoup plus loin que si vous étiez à pied. Mais par contre, ce n'est pas au cheval de choisir la direction. La colère, c'est pareil. Ça veut dire que la colère, elle est utile. Elle va vous permettre de passer plein de barrages, plein de limitations, de choses difficiles. Mais par contre, ce n'est pas à la colère de dire dans quelle direction vous devez aller. C'est à vous de choisir comment l'orienter et sur contre quoi vous allez diriger la colère. Quand on médite, donc on est toutes les trois méditantes, vous savez bien que la colère, souvent, c'est rarement sur les choses extérieures qu'on va la diriger. On va la diriger vers nos propres limitations, vers nos doutes, vers ce qui fait qu'on est bloqué et qu'on ne progresse pas. Et avec ce travail de la méditation, on va réorienter notre émotion, qui est la colère. On va pouvoir aller beaucoup plus loin que l'endroit où on était à la base. Déjà l'accueillir aussi, c'est peut-être la première étape avant de la transformer. On la voit, on l'accueille et ensuite on l'utilise. Et donc la création, c'est utiliser ça. Est-ce que c'est une façon de libérer aussi Création artistique. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est difficile. Ah, c'est dur de créer, bon de-delà. Je ne saurais pas dire parce qu'en fait, je pars d'un thème fort, donc la mort par exemple. Je me renseigne sur plein de choses autour, c'est-à-dire je lis beaucoup, je voyage. Là, pour la mort, je suis allée à Bénarès pour voir ce que c'était que les brasiers le long du Gange. Et puis voilà, puis en plus, j'en profitais pour m'arrêter aussi à Bodh-Gaya juste avant. C'est pour voir, là, vous dites, ces civilisations qui montrent la mort. Oui, voilà, je voulais voir ce que c'était. Voilà, parce que c'était quand la mort est dans la vie, quoi. Ce qui fait qu'ici, on ne la voit pas du tout, la mort. Il n'y en a pas. D'ailleurs, un corbillard, il arrive tout à coup, il est devant une église à Paris, on ne sait même pas par où il est passé, on n'a rien vu. Donc, je voulais aller voir ça. Et donc, je m'inspire beaucoup. Donc, je ne peux pas dire que je suis traversée par des émotions. Mais il se peut qu'en répétition, je sois désespérée et qu'effectivement, cette sensation de désespoir, d'être à bout, fait que, ok, qu'est-ce que je fais? Je continue. Je suis seule en général quand je commence mes répétitions. Est-ce que ce que je fais? J'arrête maintenant? Je vais manger un sandwich? Je vais me coucher? Voilà. Ou bien je reste encore. Et parfois, il y a une transformation qui se fait. C'est-à-dire que l'émotion, elle est là parce que il y a un truc qui est en train de sortir mais qui n'arrive pas à sortir. Et ça m'a fait beaucoup ça dans le spectacle que j'ai créé en 2009, justement sur la science, Dieu est-elle une particule, où je me sentais mal à un moment donné. Je ne savais pas pourquoi. J'avais une espèce d'angoisse, d'envie de pleurer, de fatigue. Je m'allongeais. C'est fou quand même. Je m'allongeais et au bout de 5 minutes, je me réveillais et j'écrivais une idée qui venait. C'est comme s'il fallait que ça sorte par ce truc, ce canal désagréable. Ça ne l'a pas fait pour les derniers, heureusement. Mais spécialement pour celui-là, c'était à chaque fois, j'avais une émotion désagréable qui était une espèce de truc, un nœud qui avait besoin de sortir et qui se transformait, ou bien qui était déjà en moi sous une forme artistique, mais que j'arrivais pas à... Et j'avais une idée à chaque fois après ça, quoi. Mais souvent, les émotions dans la création, oui, elles sont là, c'est vrai. Mais elles sont là comme une désagréable manière d'être boostée, mais non pas comme un appui sur lequel je travaille précisément là-dessus, quoi. Pas comme une matière. Pas comme une matière pour faire de l'art, quoi. Mais peut-être que ça peut aussi libérer en face les personnes qui viennent vous voir. Ça. Mais le rire libère, c'est sûr. Hein. Puis rire ensemble, c'est encore plus fort, quoi. C'est sûr aussi. Rire tout seul, c'est pas pareil. Ce nœud désagréable que vous faites comme ça, Myriam, avec vos mains, alors effectivement, la problématique, c'est quand c'est désagréable et on n'est pas tout à fait habitué à travailler avec le désagréable. Ouais, Qu'est-ce que vous en c'est pensez, dur. Marie? Mais c'est très beau ce que tu as dit parce que on a l'impression de parler presque d'un accouchement en fait de la créativité. Ça me fait penser à Socrate et de la maïeutique. La maïeutique, ça veut dire accoucher les esprits. Il avait déjà fait le lien entre la notion de maternité, de création et d'un esprit où finalement le réel, le contact avec les autres, le contact avec les émotions, au début ça peut faire mal, ça peut être désagréable. Et ça c'est quelque chose qu'on sait très bien en méditation. À chaque fois je dis mais la méditation ce n'est pas de la relaxation. On ne vient pas pour se relâcher, on vient pour être en contact avec qui on est en ce moment. Et des fois, qui on est, on peut être traversé par de la douleur, on peut être traversé par des émotions fortes, on peut être traversé par même des pensées qui nous font mal. Et pourtant, on va décider de s'asseoir et d'aller écouter.
d'être là et d'être présent. Pourquoi on le fait? Parce qu'il y a un moment, on va enlever ses œillères, on veut sortir un peu du voile d'illusion dans laquelle on vit pour être très légèrement au contact du réel, pas complètement, mais un petit peu. Et finalement, le fait d'accepter de venir au contact du réel, de venir au contact du corps, des émotions, c'est quelque chose qui soulage. C'est un peu comme quand la création, d'un seul coup, ça sort. Et quelque chose, on dit, je suis bien finalement, je peux être là avec moi-même, je peux être là même avec la douleur, je peux être là même avec une émotion forte. Donc ça, c'est tout un travail à faire, mais qui est extrêmement thérapeutique, parce qu'on apprend à ce moment-là, finalement, qu'on se suffit à soi-même. On n'a pas besoin d'être un consommateur. On n'a pas besoin d'avoir une identité sociale d'un tel ou d'un tel, parce que finalement, on est bien avec qui on est. Et c'est dans cette posture qu'on va pouvoir offrir aux autres. Et de dire, moi, je sais qui je suis bien. Peut-être que toi, à un moment, tu es souffrant, je vais t'aider, je vais t'accompagner. Donc, c'est une posture qui est très importante d'aller au contact de ce corps et de ses émotions, même au moment où c'est dur, même au moment où on souffre, parce que lorsqu'on arrive à dépasser ce cap-là, on est vraiment soi-même. Et puis ça vient nous chercher de toute façon. Ça, j'aimais pour rien que ça arrive. Parce que ça vient nous chercher pour savoir où est-ce qu'on se situe, comment on peut s'aligner, qu'est-ce qui fait que... Enfin, oui, qu'est-ce que j'ai encore à travailler en moi, en tout cas, je parle pour moi. Quand j'ai certaines colères qui peuvent m'arriver pour certaines situations, je dis, mais c'est pas contre la personne, en fait. C'est à moi de travailler sur ce qu'elle me renvoie. C'est mon problème, ce qui est venu me chercher. Ouais. Et je dis, et en fait, c'est très intéressant. Enfin, moi, je peux le prendre comme ça parce que peut-être je suis une privilégiée, j'en sais rien, ou je ne vais pas être victime de ce que je vis, mais parce que j'ai pas mal bossé aussi, effectivement, sur la bête. Et c'est vrai que c'est comme s'il faut toujours avoir ce réflexe. Attends, pourquoi je ressens ça? Pourquoi ça vient me chercher là? Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler là-dedans pour me libérer? Parce que pour moi, le but de la vie, je ne sais pas ce que tu en penses, Marine, c'est de se libérer pour finir totalement libre. Très léger. En tout cas, le mot libéré est dans le titre de l'ouvrage de Marine. Donc, voilà. Oui, c'est ça, je pense, c'est d'être libre. Ouais, et se libérer de quoi? C'est la grande question. Parce que finalement, se libérer, c'est pas forcément se libérer du monde extérieur. Et pour moi, c'est plutôt se libérer des entraves internes, des entraves intérieures. Quelles sont les limites? Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Ça, c'est quelque chose qui est assez important lorsque justement on médite. On médite pas pour rien. On médite pour se rendre compte finalement qu'on est tous un peu dans notre petit monde à nous, dans notre petite bulle. Souvent, je compare ça à des petites bulles. Ça veut dire qu'on a nos obsessions, on a nos croyances, on a nos filtres, qui fait qu'on va percevoir qu'une partie du réel et que le reste, finalement, on va le passer à l'as parce que ça ne correspond pas à nos croyances ou à ce qu'on pense et de vrai. Se libérer aussi, c'est se libérer de ses a priori, c'est de se libérer de ses jugements. Alors ça, c'est facile de le dire contre les autres. C'est facile de dire oui, je n'aime pas juger les autres, j'aime pas avoir des a priori sur les autres. Mais quand on s'adresse sur nous-mêmes, c'est plus difficile de se dire mais est-ce que je peux me permettre de ne pas me juger sans arrêt? Est-ce que je peux me permettre de ne pas avoir d'a priori sur moi-même et de me laisser émerveiller par ce que je perçois? Ça, c'est quelque chose qui est important et qui va parler dans le milieu artistique, c'est vrai que tu es, parce que ça ramène à l'enfance. Bien sûr. Ça ramène au petit enfant qui est en nous. Ce petit enfant qui, à quelques années, découvrait un objet et s'émerveillait de la forme d'un objet, de sa couleur, de sa texture, sans avoir aucune idée de quoi servait l'objet, et peu importe, il n'y projetait rien. Il était simplement dans le corps et dans le moment présent. Et tout le travail pour moi du clown, c'est ça. Le clown, c'est souvent un petit enfant qui découvre le monde. Et c'est pour ça qu'il nous émerveille. Parce qu'il parle à notre petit enfant qui est en nous et qui découvre le monde aussi et qui essaye de redécouvrir avec ce clown la vie, même quand il a un peu peur, même lorsqu'il est un peu pâteau, qu'il fait des erreurs, c'est pas grave. C'est vraiment le reflet finalement de la sincérité de la personne. Et réussir à faire rire, c'est réussir à transmettre ça, cette sincérité et ce rapport au corps, aux émotions, au temps présent. Et ça permet aussi de poser les questions qui dérangent, les questions qui fâchent. Quand vous êtes dans les causeries, par moments, vous y allez. Justement, Emma, elle permet ça, d'aller poser des questions de là où ça pique, là où ça... là où ça pique, mais toujours avec respect. Le but, c'est pas de descendre l'autre. C'est vraiment au contraire de mettre en valeur et de faire monter le niveau en humanité de tout le monde, quoi. C'est vraiment pour ça que je fais ce métier aussi. Et je n'ai pas compris tout de suite. Au début, pour moi, quand j'ai commencé j'aime pas le mot carrière, on a l'impression qu'on creuse de la terre, là. Mais quand j'ai commencé à travailler, en fait, je pensais vraiment, moi, c'était faire rire et c'était...
Et voilà, être drôle, juste. Et puis après, les thèmes sont arrivés. Donc, je voulais aussi essayer de parler du monde, de mettre un peu de tragédie. Et puis, en fait, plus je vais dans ma vie, plus je me dis, ben non, en fait, ce que je veux, c'est monter de niveau, quoi. Mais humblement, c'est-à-dire faire pétiller, faire que les gens se décalent d'eux-mêmes. Et le spectacle sur la mort et sur le vide, les deux derniers, là, ils sont vraiment basés aussi beaucoup là-dessus. Surtout sur la mort, puisque forcément, tout le monde est très concerné. S'il y a une chose qui nous concerne absolument tous, la seule dont on soit sûr, c'est celle-là. Quoique les transhumanistes, maintenant, ils veulent mettre le doute là-dessus, mais ils n'ont rien compris, c'est pas grave, de toute façon. Mais en fait, c'est ça. Et donc, quand je joue ce spectacle, je sens qu'il y a un truc qui se passe entre moi et le spectateur qui est au-delà de nous, ici, au présent, quoi, qui est vraiment sur d'énergie, sur d'énergétique, j'en sais rien. Ouais, c'est une communication qui est sur autre chose. Mais par rapport, c'est marrant parce que j'avais envie de rebondir quand il disait un gamin, il prend un objet, il reste devant et j'avais presque envie de dire ouais, et tu lui offres un cadeau, il enlève le paquet, mais il joue avec le paquet, quoi. Il joue avec le papier, c'est tellement plus intéressant que le cadeau lui-même. Parce qu'il se moque de la fonction, ce qu'il veut, c'est la sensorialité. C'est ça, c'est joli. Ouais, le clown est ça aussi, exactement pareil. Ouais. Mais c'est très proche de l'enfance. C'est pour ça que j'adore regarder les petits. Moi, je peux m'arrêter dans la rue et regarder des 3-4 ans, mais c'est fascinant, quoi. C'est une liberté, d'une présence immédiate. Il n'y a pas de jugement, ils sont ouverts à tout. Après, il y a l'école qui fait qui referme pour être un bon petit mouton, un bon petit soldat. Mais c'est fascinant, ouais, c'est vrai. Alors, les émotions sur l'enfance, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Enfin, c'est toi qui poses des questions. Ah non, allez-y, vous êtes enroulée. Moi, je peux non, vas-y, je vous laisse faire. Dans votre ouvrage, Marine, vous balayez effectivement tous les âges de la vie, toutes les problématiques liées aussi aux émotions. On y trouve le lien avec l'alimentation, avec le sommeil. En fait, elles sont partout, nos émotions, dans tous les champs de notre existence. Et elles sont partout, elles sont dès l'enfance. Ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable. C'est que les dernières études scientifiques, on commence à mieux en mieux comprendre, par exemple, la vie in utero des fœtus. Ça veut dire, lorsqu'ils ont passé quelques mois, souvent au dernier trimestre, on a découvert que les fœtus avaient des émotions. Comment? On a maintenant la chance d'avoir des échographies en temps réel, vous savez, en 3D, où on peut voir le visage des enfants qui change. Lorsque la maman est heureuse et qu'elle mange du sucre, le bébé goûte le sucre. Quelques minutes après, il sourit. Il est heureux. Lorsque manger la choucroute, c'est pas la même chose. Là, elle fait pas la même tête, le bébé. Pardon l'Alsace, pardon. C'est ça, voilà. La mère, généralement, les petits ou l'acide, ils n'aiment pas trop. Enfin, les bébés in utero. Et là, on voit des mous de dégoût qui apparaissent. Ça veut dire que les émotions sont là depuis le début. Elles sont tellement importantes qu'elles portent toute la construction, tous les apprentissages. À la base, il y a une émotion. Et ça va se confirmer ensuite quand le petit va grandir, évidemment. Jusqu'à 4 mois, il sent les émotions, il les vit, évidemment. Par contre, il ne les identifie pas bien chez maman et papa. D'accord. Ça veut dire qu'il a encore du mal à voir si la personne est triste ou si elle est en colère ou si elle est joyeuse. Ce qu'il ressent, c'est l'intensité. Donc, même une intensité forte de joie, souvent, ça va le faire pleurer parce qu'il est perdu. C'est pour ça que les petits, lorsqu'il y a beaucoup d'émotions autour, ils pleurent, ils déchargent. D'agitation parce que c'est difficile pour eux d'interpréter. Après 4 mois, ça commence à être un petit peu plus facile. Ils commencent à faire un peu de leur lexique émotionnel, à comprendre maman est joyeuse, maman est triste, maman est en colère. Et ils vont baser tout leur apprentissage de comportement sur ça, sur cette première lecture. Comment papa et maman réagissent. Papa et maman sont joyeux quand je fais telle chose, c'est bien, je continue. Papa et maman sont en colère ou sont tristes quand je fais telle chose, c'est pas bien. Donc ça veut dire que dès les premiers mois, la première intériorisation finalement des relations sociales, des apprentissages, se fait non pas via le langage, mais via les émotions. Et ça va nous durer toute la vie. Ça va être important parce que ensuite, l'enfant, évidemment, va grandir, il va avoir accès au langage, mais il continuera à avoir la double lecture. Si vous dites quelque chose à l'oral, mais que vos émotions vont dire le contraire, ce seront toujours les émotions qui seront perçues par la personne en face. Le corps, en fait, le langage non verbal aussi. Le langage non verbal. Les gens vont tout de suite détecter inconsciemment qu'il y a une erreur. Que le langage dit n'est pas le langage transmis par le corps. On avait parlé un petit peu avant l'émission de la sincérité. Oui, j'allais revenir de l'alignement, ça me fait de l'alignement, on est là, c'est ça. Le fait d'incarner, d'où l'importance d'incarner un message. Pourquoi? Parce que les gens ne lisent en premier votre corps, ils lisent en premier vos émotions. Si votre discours va complètement à l'encontre de ce que vous transmettez,
il ne passera pas. Et pourquoi on se fait berner par les politiciens alors? Pourquoi on Il y continue a à le se plus faire grand monde berner? qui se fait Pourquoi berner. il y en a encore qui y croient? Je ne sais pas s'il y en a encore qui croient. Et c'est incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Parce que mentir avec le corps, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Ou alors ça peut être un Moi, je peux effet pas. créatif peut-être. Moi, je ne sais pas justement. faire. Bah, Ouais. je peux le jouer en clown, Voilà, c'est j'adore. ça. La mauvaise foi, Oui, c'est j'adore. ça. Mais moi, dans ma vie, je suis incapable de mentir. Ouais. Hein. Mais Parce que les je ne sais émotions pas sont comment on vraies. fait d'ailleurs. Je suis pas sûre que ça soit vrai. On peut cacher un peu les émotions, mais en tout cas, on ne peut pas les changer. Ça veut dire que, et pourtant, les acteurs jouent beaucoup là-dessus, mais Bien sûr. les bons acteurs, quand ils vont sur scène, ils ressentent vraiment l'émotion qu'ils jouent. Oui, du personnage, et c'est Oui. ce que Myriam disait en préparant l'émission. On a insisté sur le fait qu'il y a Emma la clown et il y a Myriam, et il y a vraiment deux entités différentes, et que quand vous devenez Emma la clown, vous allez changer complètement ce que vous allez dire, ce que vous allez vous permettre de Mon faire, mental etc. aussi, ouais. Et comment ça dialogue justement ces deux parts? Comment on dit des fois on n'est pas d'accord. Toutes les deux, on n'est pas d'accord. J'ai dit ça? Ouais. Il y a longtemps. Pourquoi j'ai vu Au moment de la publication de votre ouvrage. Ah oui, je c'est par pense, rapport au bouquin, c'est parce que j'ai écrit Emma aime moi, C'est- effectivement, c'était une commande de Bayard, De parce que quand Bayard, ils m'ont oui. dit est-ce que vous voudriez écrire un bouquin sur votre parcours, j'ai écouté, ça va intéresser personne, vraiment. Pourquoi je suis devenue clown, comment je suis devenue clown. Et puis j'ai dit, tiens, si c'est Myriam et Emma qui discutent, ça peut m'intéresser, parce que ça devenait un truc artistique quelque part, c'est pas bien juste de raconter, quoi. Effectivement, parfois, sur le début des choses, en écrivant, Emma disait un truc et Myriam, je dis non, excuse-moi, là, Emma, là, tu dis pas. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. C'est peut-être par rapport à ça. Mais sinon, en général, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je suis de moins en moins, Myriam est de moins en moins là quand Oui. je suis sur scène maintenant. Et c'est pourquoi, parfois, quand je suis en improvisation, pour les causeries, c'est 99% d'improvisation avec la personne que j'invite. Mais donc les causeries, c'est une personnalité, soit vous avez travaillé avec des Soit psychanalystes, avec des scientifiques, des artistes, ça artistes, dépend, voilà, des écrivains, écrivaines, voilà. Et parfois, je dis des choses et je ne sais pas d'où ça vient. Ça me traverse, je ne sais pas. Je ne sais pas qui parle en moi. Donc là, Myriam, elle est carrément, là, elle est dans la loge, elle attend. Elle attend sur le canapé, elle est terminée. Mais oui, sur cette double chose, oui. Mais sur les émotions, c'est vrai que avec la méditation, pour avoir un peu pratiqué, ça permet, je ne sais pas ce que tu en penses, Marine, mais pour moi, la méditation et les émotions, ça permet juste de décortiquer, de savoir où ça se place. Okay. En tout cas, dans les bouddhistes avec qui j'ai pratiqué, c'est que tu t'assois et tu dis, OK, c'est là, où est-ce que c'est dans le corps? OK, c'est un truc qui est ici, c'est physique, bah, ça se passe là, ça fait un peu mal ici, ça fait un peu là. Et au fait de regarder, bah, ça finit par, ça se dissout, ça se dissout en fait. Non? C'est un mouvement, une émotion. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Les émotions ne sont pas nous. Nous ne sommes pas nos émotions. Ça paraît normal quand je le dis. Mais ça ne l'est pas tellement. Quand on est très très triste, on a l'impression qu'on est cette tristesse. Lorsqu'on est la colère, on a l'impression qu'on est la colère, qu'on l'incarne. On réduit notre identité aussi. On réduit à ça. notre identité finalement à l'émotion qui est là. Moi, je le connais bien avec mes patients dépressifs. Lorsqu'ils sont au creux d'une dépression, ils sont la tristesse. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler parce que s'ils s'identifient à cette tristesse, bah, ils ne peuvent pas s'en détacher. Ils ne peuvent pas accepter d'être autre chose que la tristesse parce qu'il y aura une sorte de perte d'identité, finalement. Et l'apport de la méditation, moi, ça a été très important pour ça, pour dire non, mais vous êtes beaucoup plus large que la tristesse. Oui, la tristesse vous traverse, mais vous êtes tellement plus. Il y a deux métaphores que j'adore, justement, beaucoup utilisées en méditation en Orient, qui comparent les émotions à des nuages qui passent dans le ciel. Ça veut dire, ils sont là, ils passent, ils viennent, ils partent. Nous, on n'est pas les nuages, on est le ciel. Et ça veut dire que si vous allez derrière les nuages, le ciel est éternellement bleu. Il ne bouge pas. Ça veut dire que le soi profond, qui vous êtes réellement, quels que soient les nuages, quelles que soient les émotions qui passent dessus, ça reste toujours stable et lumineux. Et ça fait comment pour les dépressifs alors? Comment ça se passe pour eux? Ils arrivent à se détacher de la tristesse. Ça veut dire accepter la tristesse quand elle est là, mais savoir qu'ils sont beaucoup plus larges que la tristesse. Et rien que de faire ça, en fait, ça leur permet d'ouvrir des possibilités à d'autres émotions. Ou même d'ouvrir à pas d'émotions. Il y a des moments, le ciel, il n'y a pas de nuages. Ou à d'autres ressentis. Ou à d'autres ressentis. Ça veut dire que le but, vraiment, c'est d'ouvrir, de se rendre compte que finalement, oui, mais c'est juste une note de la gamme, la tristesse. Il y a plein d'autres notes qu'on va pouvoir aller redécouvrir.
Et petit à petit, en retravaillant le quotidien, en retravaillant, moi ce que je travaille énormément, c'est les petits plaisirs du quotidien, les petits mouvements, les petites actions qui nous font du bien. On s'ouvre. La tristesse est moins importante. Il y a des choses qui vont venir ponctuer. Bon, c'est pas de moi, hein, c'est du professeur Beck qui nous a quittés il y a pas si longtemps que ça. Il a atteint les 100 ans. C'était un grand thérapeute en thérapie cognitive qui avait déjà découvert ça, que la mise en action des émotions par le quotidien, par les petits plaisirs du quotidien, c'est ce qui permettait de sortir de la dépression. Donc ça marche très bien. Deuxième métaphore, ça parlera un peu plus aux marins, je suis bretonne. C'est aussi les émotions, on dit que c'est les vagues à la surface de l'océan. Ça veut dire que lorsque vous restez, que votre bateau est à la surface, bah, les vagues, vous les prenez de fond, ça bouge. Des fois c'est calme, mais des fois c'est la tempête, c'est très très fort. Comment on fait pour éviter la tempête? Si on a la chance d'avoir un scaphandre, hop, on va dans l'océan, on va aller de plus en plus profondément, et plus on va profondément, plus il y a moins de vagues, en fait il n'y a aucune importance. Même si c'est la tempête à la surface, si on va très très profondément, c'est exactement pareil. C'est le calme, c'est la tranquillité. Donc, on est vraiment dans les émotions, en méditation, dans quelque chose qui est très superficiel dans le psychisme. C'est là, ça existe, mais ce n'est que des mouvements du psychisme qui se transmettent évidemment dans le corps. Et si on fait le travail d'aller un petit peu plus en profondeur, les émotions sont encore là, mais on n'est pas dessus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très très périphérique par rapport à nous. Nous, on n'est pas sur la surface, on est au centre. Et cette idée de plonger, elle fait aussi écho à l'idée qu'on disait tout à l'heure de reconnaître, de se familiariser. Et vous parliez du bouddhisme tibétain toutes les deux. Il y a un très bel ouvrage, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Nourrir ses démons, qui est en fait le fait de regarder ses émotions comme ça, et du coup, comme si vous disiez, installe-toi, on va prendre un thé ensemble, on va discuter. Donc, est-ce que c'est aussi ça l'enjeu, c'est de commencer à se familiariser? Il y a l'idée d'amis aussi. Tout à fait. J'ai pas pris, c'est dommage, mais vous qui nous suivez, tapez sur Internet un poème que j'adore, qui est de Rumi, donc le poète perse du XIIIe siècle, qui s'appelle « La maison d'hôte ». Mais c'est celle qui commence ton... Je crois que oui. Je l'ai mis dans mon ouvrage au début. Oui, c'est celle qui commence ton livre au tout début. Je l'ai vu, j'en suis sûre. Ou alors, est-ce que c'est dans celui sur le stress, comme j'ai lu les deux? C'est peut-être sur l'autre. Oui, c'est en tout cas, on la trouve. Non. Elle est là. Est-ce que tu serais d'accord de le lire? Il est magnifique. La maison d'hôte. N'ayez pas peur, vous. Non. La maison d'hôte. J'ai peur, mais je sais accueillir ma peur, Myriam. Être humain, c'est être une maison d'hôte. Tous les matins arrive un nouvel invité. Une joie, une dépression, une méchanceté, une prise de conscience momentanée vient comme un visiteur inattendu. Accueillez-les tous et prenez-en soin, même s'ils sont une foule de chagrins qui balayent violemment votre maison et la vide de tous ses meubles, traitez chaque invité honorablement. Peut-être vient-il faire de la place en vous pour de nouveaux délices. La pensée sombre, la honte, la malice, rencontrez-les à la porte en riant et invitez-les à entrer. Soyez reconnaissants pour tous ceux qui viennent, parce que chacun a été envoyé comme un guide de l'au-delà. Waouh, la chair de poule! C'est beau, hein? C'est une splendeur, ce poème. Très beau. C'est magnifique. Je l'ai lu, je pense, une bonne centaine de fois, mais à chaque fois, j'en ai une lecture différente. Je me dis, on est vraiment là au cœur des émotions, et là, Rumi a une position très intéressante. Il ne trie pas. Il vient à la porte de sa maison et dit, entrez. Il embrasse, quoi. Il embrasse, il dit, vous êtes les bienvenus. Pourquoi vous êtes les bienvenus? Parce que vous m'apportez un message. Parce que vous me sortez de ce que j'étais pour m'envoyer dans le futur. Quand il dit, je balaye la maison, ça veut dire qu'on enlève les anciens meubles, mais pour accueillir des nouveaux meubles, pour se transformer intérieurement. Et c'est vraiment une position que je trouve vraiment magnifique, parce qu'il n'y a plus de distinction entre le bien et le mal. Il y a seulement, je suis dans l'expérience de la vie et j'accueille ce qui arrive. Et en faisant ce travail-là avec les émotions, on se rend compte que ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas l'émotion, c'est d'enfermer la porte. Rumi, il souffrirait si la porte était fermée et que les émotions étaient en train de taper en disant « on veut rentrer, on veut rentrer ». Et là, il dit « non, non, ok, vous allez rentrer. Je vous ouvre, venez, vous êtes les bienvenus ». Mais comme de mettre la mort en scène, de parler quand Myriam vous ramenez le cercueil sur scène pour parler de la mort, vous êtes en train aussi d'inviter les gens à faire face à ça et d'accueillir, d'embrasser en fait toutes ces thématiques qu'on met sous le tapis en fait. Sûrement, je dois faire ça, oui. Oui. Non, mais c'est sûr que si ça vient nous chercher, c'est parce que
on voudrait être immobile en fait. On voudrait être au fond d'une coquille qui ne se passe rien. Mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça être vivant. Être vivant, c'est être confronté, bouger quoi. Et c'est vrai que c'est toujours effrayant d'avoir toutes nos peurs de l'avenir, toutes nos peurs, c'est tout un travail à faire pour avoir une grande confiance dans l'univers. Moi, je trouve que c'est génial d'être en vie, d'être vivant. Moi, je trouve que c'est quelle joie, quoi, quel cadeau d'être vivant, quoi. Non, c'est vrai. Je trouve que c'est toujours un apprentissage. C'est toujours savoir apprendre à pouvoir être debout et accepter ce qu'on est et ce qui nous arrive et d'être savoir qu'on est sur un chemin, quoi. Sur un chemin avec un but. Moi, il se trouve que de temps en temps, c'est bien de les atteindre, c'est vrai, le chemin, ça va, mais atteindre ses buts, c'est sympa aussi. Mais en fait, c'est ça, quoi. C'est passionnant. Moi, il faut que je le lise, ce bouquin-là. C'est super. Non, vraiment. Et il y a plein de clés, parce que là, effectivement, on en a donné une, peut-être la méditation qui peut être une proposition, mais il y a peut-être des gens qui n'aiment pas s'installer ou qui n'aiment pas, voilà. Mais il y a plein de petits trucs que vous proposez. La clé, c'est le corps. Ça veut dire il faut toujours revenir sur le corps. C'est pas obligé que ce soit la méditation, ça peut être le sport. Ça peut être j'adore mon sport, mais au lieu de faire ça avec mes écouteurs en étant ailleurs, je suis dans mon corps quand je fais le sport. Ça peut être la danse. Je fais la danse en étant là jusqu'au bout des doigts. Ça peut être l'art, ça peut être cuisiner, ça peut être cuisiner. Ça peut être n'importe quelle activité de la vie. L'important, c'est l'ancrage corporel. La cuisine en pleine conscience, souvent j'en parle. C'est déjà un acte méditatif. Pourquoi ? Parce qu'on a choisi les légumes. Parce qu'on a pris le temps de les éplucher comme il fallait. On a fait la bonne cuisson. Ensuite, ce repas, on va le partager. On ne va pas le partager avec la télé derrière. On le partage vraiment, à la fois avec notre assiette, mais peut-être avec les invités si on a des gens autour de nous. Et tout ce travail va nous accrocher justement à notre corps et à notre ressenti corporel. Et les choses vont vraiment être amplifiées. Ça veut dire qu'on sait qu'on a une amplification sensorielle par le simple fait de poser son attention sur le corps. C'est quelque chose qui est assez fabuleux. Donc si les gens veulent tester, ils prennent un petit exercice. Je peux vous donner un petit exercice. On prend... vous voulez qu'on le fasse ensemble ? Allez, on y va. Est-ce que vous voulez faire avec un petit chocolat ou quelque chose comme ça ? C'est-à-dire, le but, c'est quoi ? C'est de manger, j'imagine. Bah oui. Alors, on peut essayer. Allez, au choix. Moi, je ne peux pas de chocolat. Je peux manger autre chose. Autre chose, bien sûr. Il n'y a pas de banane par hasard, non ? Peut-être on va aller nous chercher, parce qu'on a un mot qu'on remercie à la technique qui s'occupe de nous. Voilà, la banane apparaît, c'est magique. C'est Myriam, c'est pas Emma qui la mange. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On va le faire avec les 5 sens. Vous allez voir, c'est un petit exercice. On aurait dû prendre le temps de l'ouvrir, alors peut-être. C'est pas grave, on va le faire directement avec l'aliment. On va déjà le poser juste dans la main. Ouais. Et on va vraiment fermer les yeux, si vous pouvez fermer les yeux. Et on va toucher du bout des doigts. Et oula, ça va être un petit peu équivoque ce que je vais faire. Les sensations. Et vraiment, ça va parce que vous êtes peu là quand même. Concentrez-vous sur le sensoriel, vous allez voir. La peau. Sur le bout des doigts, sur les textures. Un peu comme ce petit enfant qu'on parlait tout à l'heure. On disait le petit enfant qui découvre la première fois un objet, une texture. Laissez-vous étonner. Laissez-vous surprendre par cette sensation. Puis on va passer sous super équivoque, il faut que je prenne autre chose qu'une banane quand même. C'est ma faute, je vais directement à la suite, à l'autre sens. On va au niveau de l'odorat, on va sentir. Ça va. On va voir une narine une autre, voir quelle sensation. On a les yeux fermés toujours ? Oui, de préférence. D'accord. Ensuite, on peut même écouter cet objet. Ça veut dire en le passant sous les doigts. Allô ? Est-ce qu'on entend des choses particulières ? C'est le nouveau téléphone céleste d'ABC Talk. Allô ? J'ai fait avec beaucoup d'aliments et des aliments, effectivement. Il y en a qui craquent. Oui, il y en a qui craquent. Les raisins secs. Est-ce que la banane ? Ensuite, on fait avec la vue et on va découvrir comme si c'est la première fois qu'on voyait cet objet. On va vraiment aller courir. Et après, évidemment, le dernier sens. Et on peut déployer cette expérience aussi longtemps. Là, je le fais assez rapidement. Bien sûr. Mais prenez 5 minutes pour le faire par aliment. Mais on a bavé tout ce qu'on a pu avant, quoi. Voilà. Elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal, cette banane. Ouais. Mais le chocolat est très bon aussi. Oui. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose à votre relation au chocolat ou à la banane ? J'avais jamais vu la banane comme un objet, enfin, je veux dire, qui pouvait paraître sexuel. Non. Mais là, c'est une projection que tu as parlé. C'est une projection. Oui, c'est une projection.
Non, Si, c'est pour intéressant. C'est une image mentale qui est apparue. Bien sûr. Ça veut dire qu'à chaque fois, Oui, parce qu'on quel est que filmé, soit, hein, toute seule chez moi, je l'aurais pas eu. Hein. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous quel regarde que là. quel que soit l'objet qu'on prend, on aura toujours des projections, ça veut dire des images qui viennent, qui vont, et souvent qui n'ont aucun rapport avec l'objet. Juste parce qu'il y a une sensation qui va venir, parce que, par exemple, ce petit exercice, souvent, je fais ça avec mes patients sans leur dire que c'est de la nourriture. Souvent, ils disent, bah tiens, c'est un caillou, c'est un morceau de gomme. C'est venu, et ça les a relancés souvent dans le passé. Si c'est un morceau de gomme, ils se sont revus dans la classe d'école, par exemple. Donc du coup, ça décroche aussi du moment présent. Voilà. Tout le travail est de revenir au moment présent et de se rendre compte que finalement, on vit souvent dans notre mental. Ça veut dire que le moment présent, on y vit assez peu. Souvent, on vit souvent dans le passé. Ça veut dire que, quelle que soit la sensation, quel que soit le moindre petit objet qu'on a pris, là, on a pris vraiment chose basique, la banane, le chocolat, un simple objet comme ça vous renvoie à autre chose. On ne peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que nous. Bien sûr. Sauf si c'était peut-être quelque chose qu'on n'a absolument jamais vu. Mais même, Par on exemple, va faire des supputations. Ça veut dire qu'on Ça va le ressemble- comparer. oui, Ça regarde, ressemble à telle chose. Oui, mais regarde les Indiens des Amériques, ils n'ont pas vu les caravelles de Christophe Colomb. Ils n'ont pas vu quand elles étaient là parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'elles existent. Ils pensaient que c'était des dieux. Ou même, je crois qu'ils ont même, je ne sais même pas s'ils ont pu les voir. Nous, maintenant, on a beaucoup d'imaginaire sur les UFO, les ovnis. Mais il faudrait qu'on ait quelque chose qui n'apparaît pas du tout dans notre imaginaire, qu'on n'aurait jamais vu. Est-ce qu'on le verrait? C'est une question importante, ça, sur la question de la perception. Parce que pendant longtemps, on a pensé que nos yeux percevaient un peu comme des caméras, vous savez, qu'on filmait et que le cerveau traduisait. La perception ne passe pas du tout comme ça. Oui, on capte par les yeux, ça on a douté. Par contre, il y a un traitement intellectuel, mental qui se fait et via le corps. Ça veut dire que, effectivement, on sait maintenant qu'il y a ce qu'on appelle des hallucinations négatives. Ouais. Ça veut dire que lorsqu'on n'a pas conçu un objet, qu'on ne pense pas qu'un objet puisse être là, on ne le voit pas. Un petit exemple que vous avez tous eu un matin, vous avez votre trousseau de clés au creux de votre main, vous avez oublié qu'il est là, et vous dites, mince, où j'ai mis mes clés? On passe 5 minutes à chercher partout dans la maison, ou les lunettes sur la tête. Pourtant, on sait qu'on les a posées là, on devrait les sentir. On ne les sent pas parce qu'on a une hallucination négative, simplement parce qu'on n'a pas conçu que les lunettes pouvaient être là, ou les clés pouvaient être au creux de la main. Donc ça, c'est une question qui est très intéressante, qui intéresse énormément les neurosciences, sur la perception. On ne perçoit que ce qui est concevable. Ce qui n'est pas concevable, souvent est éliminé. C'est comme quand on m'a volé mon sac à main. J'étais dans un train, je dormais, j'avais plusieurs sacs. Je me suis endormie et quand j'ai ouvert les yeux, et je dis, il manque un truc. Et je le voyais, en même temps, il n'était pas là. C'est très, très étrange. C'est très, 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 très désagréable. Je me souviens, et je dis, mais il n'est pas là. Il est là ou il n'est pas là? Il est là ou il n'est pas là? En fait, il n'était plus là. La question de la présence. Je vois que le temps file, on pourrait parler des heures sur ces thématiques qui sont passionnantes et profondes. Myriam, il y a une deuxième, je ne vais pas dire carrière, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est venu dans votre vie au moment du confinement, je crois, c'est que vous êtes aussi formée à une thérapie, enfin, est-ce qu'on peut dire thérapie? Un modèle thérapeutique. Un modèle thérapeutique qui est la PBQ, donc c'est la psychobiologie quantique. Tout à l'heure, on parlait de la cellule et du fœtus. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est que la PBQ? Parce que moi, j'ignorais complètement ce que c'était avant de vous recevoir, donc je suis très curieuse. Alors, c'est un modèle thérapeutique qui a été créé par une immense chercheuse géniale qui s'appelle Pascale de Gaillatis. C'est transdisciplinaire et en fait c'est basé sur, évidemment on parlait du corps et toute la mémoire, tout est dans le corps, absolument tout. On a beau chercher dans notre esprit, on a beau faire travailler notre mémoire, on ne trouve pas, mais le corps il sait, il garde tout. Et en fait c'est basé sur des protocoles où on va aller chercher dans la cellule le souvenir, l'émotion liée à un souvenir et donc désincruster cette émotion. Voilà, on ne peut pas enlever le souvenir, mais en tout cas, on désincruste l'émotion qui est liée, ce qui fait que la personne s'est libérée d'empêchements, de croyances limitantes. Enfin, là, je vais assez vite quand je vous raconte ça. Voilà, et c'est absolument passionnant parce que c'est évidemment basé sur la physique quantique, donc sur des règles qui ne sont pas du tout les règles newtoniennes qui nous environnent depuis longtemps. Donc, c'est absolument magique, c'est transformer la réalité, c'est faire une mutation et non pas une transformation de ce que nous sommes.
Voilà, et j'applique certains exercices aux clowns quand je donne des stages de clown. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que j'emmène la personne qui fait donc ce stage de clown. Donc, imaginez un stagiaire en clown, il fait une improvisation, il n'y arrive pas. Ok, donc je demande au corps de l'envoyer, entre guillemets, à l'âge le plus judicieux pour que cette improvisation réussisse. Donc, pour aller chercher les compétences. Voilà, avec des tests biologiques de précision, comme en kinésio, quoi. Okay. Et donc, la personne, tout à coup, c'est 8 ans, ok. Elle remet son nez de clown, elle refait l'improvisation juste à cet âge-là, sans jouer qu'elle a 8 ans, bien sûr pas. C'est juste que le corps, il sait où il est là. Et c'est jamais la même chose. C'est-à-dire que l'improvisation n'est pas la même. C'est assez étonnant, il s'est passé quelque chose, quoi. Donc, j'essaye vraiment de développer ça, parce que je trouve ça magique. C'est pas du tout faire du clown comme un outil thérapeutique, mais c'est au contraire utiliser la psychobiologie quantique pour aider le personnage de clown. Voilà, je fais ça. Okay. Et vraiment, je recommande tout le monde d'aller voir le site de Pascal de Gaillatis, la psychobiologie quantique, parce que c'est juste extraordinaire, quoi. Voilà. Vous connaissez ce type de travail, vous, Marine? Je connais les états modifiés de conscience, parce que je fais beaucoup de méditation, j'ai été formée beaucoup à l'hypnose ericksonienne, où on travaille énormément avec les ressources de l'inconscient. Ça veut dire aller solliciter justement des choses qui ne sont pas de l'ordre du mental, qui sont en dessous du mental. Et ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant, parce qu'au début, on se dit non, mais mon inconscient et tout ça, c'est pas là, il faut que j'aille faut le développer. En fait, non, on n'a rien à développer, tout est déjà là. Si on ne le perçoit pas, c'est juste parce que notre mental est trop présent. C'est parce qu'on a une sorte de bruit mental sans arrêt dans la tête. Donc souvent, les listes de courses, les choses à faire, les to-do list. Passionnant. On a plein de choses qui nous envahissent sans arrêt. Ça parle à tout le monde, je pense. Tout le monde. On a tous plein de choses. Et en fait, ce bruit mental, qui est que du bruit, nous empêche de voir des choses qui sont beaucoup plus importantes, qui sont de l'ordre de l'intuition, qui sont de l'ordre des valeurs, qui sont de l'ordre de souvenirs enfouis, mais qui ont du sens pour nous. Et toutes les techniques où simplement on va calmer ce mental, on va s'accorder des moments de pause, de tranquillité, va nous permettre d'entendre ce bruit qui est beaucoup plus profond, qui a toujours été là, mais juste on ne le percevait pas. Et lorsqu'on commence à percevoir, il y a tout le travail sur l'intuition, sur les valeurs, sur les émotions qui peuvent émerger. Et là, c'est à nous de décider comment on va l'orienter vers le travail de clown, vers le travail thérapeutique, vers le travail avec les autres, peu importe. C'est nous qui choisissons. C'est là où la liberté arrive en méditation. Mais en tout cas, l'espace est libéré. Vous parlez dans votre ouvrage, Marine, aussi de l'importance du sommeil et du repos, parce que là, vous parlez du calmer le mental, mais il y a aussi le sommeil qui peut énormément... Vous dites, vous, que c'est la base, en fait. C'est la base. Le sommeil est la base de la vie. C'est bizarre de dire ça comme ça. Mais il faut le garder en tête. 30% de notre temps on doit dormir 30% de notre temps. Ce n'est pas rien. C'est très important. Si on a la chance de vivre 90 ans, on va dormir 30 ans sur notre vie. Et ce n'est pas 30 ans de perdu. Je dis bien. Non. Pourquoi ce n'est pas quelque chose de perdu? Parce que le sommeil est très important physiquement, ça on le sait, pour la récupération du corps. Aussi pour tout ce qui est de l'ordre de la régulation hormonale. Il y a plein de cycles, par exemple la glycémie. Il y a énormément, beaucoup de cycles qui vont se réguler pendant la nuit. Si on dort mal, on va avoir des hormones qui vont être déséquilibrées au matin, par exemple les hormones du stress aussi, qui fait qu'on va avoir plein de pathologies quand on dort mal. Mais ce n'est pas tout. On a dans le sommeil des différentes phases, et une phase qui va être très importante, qui est la phase qu'on appelle paradoxale. Pourquoi paradoxale? Parce que, paradoxalement, les gens, quand on les mesure, ils ne bougent plus, ils dorment profondément, sauf que lorsqu'on leur mesure l'électricité du cerveau, ça veut dire avec les électroencéphalogrammes, les EEG, on voit que c'est la grosse activité. Donc c'est paradoxal parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien alors qu'il se passe beaucoup de choses. Dans ce sommeil paradoxal, ça va être le temps du rêve. Et le temps du rêve, on sait que c'est primordial au niveau de la gestion émotionnelle. Il va y avoir vraiment un rôle de régulation émotionnelle qui va se mettre en place pendant les rêves, d'expression des émotions. Imaginez que chaque jour, vous allez vivre des centaines d'émotions. Parce que la plupart, vous ne seront même pas conscientisés, ça va juste vous traverser. Il y a un moment, il va falloir digérer ces émotions. C'est le rôle du rêve. Le rêve va permettre de libérer dans un espace ces émotions-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les images qui vont se former au cours de votre rêve, ce n'est pas elles qui vont fabriquer les émotions, c'est les émotions qui vont devoir se libérer, vont créer des images qui correspondent aux besoins. Qu'on s'en souvienne ou pas, d'ailleurs. Qu'on s'en souvienne ou pas. D'où l'importance des cauchemars.
Ça veut dire que souvent, lorsqu'on a des cauchemars, c'est parce qu'on a certaines émotions qu'il va falloir aller réguler, comme la colère ou la peur. Donc le cauchemar est très important parce que c'est l'espace d'expression de la peur. On en a besoin. Donc tout l'espace du rêve est très important parce que bien rêver, finalement, c'est bien vivre le lendemain matin. Si le travail de digestion émotionnelle se fait correctement la nuit, on se réveille le lendemain matin, on est bien, on se sent bien. Donc il y a pas mal de techniques que j'enseigne moi pour aider à la régulation émotionnelle qui permettent le matin de se sentir frais, de se sentir bien. Vous pouvez nous donner un petit exercice très simple pour les personnes qui nous regardent, ou en tout cas nous expliquer en quoi ça consiste pour que... Alors, exercice très simple. Vous êtes déjà dans votre lit, c'est avant de dormir. Vous vous couchez de préférence sur le dos pour l'exercice. Et au lieu de partir dans votre mental, au lieu de refaire votre journée ou de penser à la journée du lendemain et sans arrêt activer les émotions, revenez simplement sur le corps. Donc moi, il y a un exercice que j'adore à ce moment-là qui s'appelle le scanner corporel. C'est tout simple. Vous vous concentrez sur vos pieds et vous allez remonter l'entièreté du corps jusqu'à la tête. Vous verrez, généralement, on n'attend pas la tête avant de s'endormir. C'est pas grave. Vous, quand le sommeil vient, vous laissez venir. Et ce simple petit travail de recentrage sur le corps, finalement, ça va déjà aider beaucoup la régulation des émotions parce qu'on s'endort avec une émotion neutre. On s'endort dans le calme. Le sas, quoi, ça fait un sas. Et ce petit sas, même, des fois, ça dure que quelques minutes. C'est suffisant déjà pour, par exemple, avoir moins de cauchemars après parce que le cerveau aura beaucoup moins d'émotions à traiter à ce moment-là. C'est simple, c'est efficace. Simple, efficace. Il n'y a plus qu'à appliquer. Je le fais ce soir. Myriam, quelle est l'actualité à venir des Malaclowns? Des Malaclowns. J'ai des causeries qui vont reprendre au mois de mars avec une spécialiste des insectes, avec une spécialiste des parfums, avec quelqu'un sur les arbres aussi, avec une féministe. Voilà, j'en ai plusieurs. Je pense que je vais, je vais aller jouer au Festival d'Avignon à la Scala. Je vais faire la trilogie, mais en une seule journée. Wow. Je vais faire un marathon de 3h30 de spectacle. La mort, pareil, le divan, la mort, le vide, voilà. Je vais faire 3 lundis comme ça. Et puis continuer, des stages aussi que je donne. J'ai 2-3 stages devant moi là, que je donne, voilà. Et sinon, pardon, bien sûr, j'ai aussi une nouvelle création avec la pianiste d'Anne Sylvestre. Et moi, la clown remplace Anne Sylvestre, accompagnée par la véritable Nathalie Miravette au piano. Ça, c'est le sous-titre, ça s'appelle Emma Eman. Et c'est, voilà, je chante des chansons d'Anne. Oui, parce que vous avez fait ses premières parties. Hein, j'ai accompagné Anne souvent. En tout cas, tout est renseigné sur votre site. Absolument. Emma la clown, on trouve toutes les informations, tout à fait. les stages, on peut même écrire à Emma. Vous pouvez écrire à toutes les deux sur la même adresse. Marine, on peut vous retrouver, vous êtes assez présente sur les réseaux aussi, il y a pas mal de petites... Sur les réseaux, dans Psychologie Magazine, aussi, où j'ai la chance d'animer une chronique tous les mois. Et si vous êtes intéressé à mon diplôme universitaire de mindfulness qu'on a ouvert avec la faculté de Toulouse, mais ça a lieu à Étampes en région parisienne, où on a la chance d'accueillir tous les ans entre 30 et 40 stagiaires pour découvrir la méditation avec un diplôme universitaire à la clé. C'est génial, bravo. Et puis pour vous lire, il y a Écoute tes émotions pour te libérer, publié chez Marabout. Il y a aussi un livre qui est publié juste un peu avant, je crois, sur les ruminations mentales. Juste après. Sortir des ruminations mentales qui datent de cette année. C'est ça, voilà. C'est prolixe. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci évidemment à mes invités. Je vous remercierai jamais assez. Merci à Marc, merci à Mo, à la technique pour aussi tous ces petits chocolats qu'on a pu déguster et sa banane en pleine présence. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Danser sa vie. D'ici là, prenez soin de vous.